13, l'empereur a fait dire au grand maréchal d'écrire à l'admiral pour savoir si une lettre que lui, Napoléon, écrirait au prince régent lui serait envoyée. Vers 4 heures, le sous-gouverneur Skelton et sa femme ont fait demander à présenter leur hommage à l'empereur. Il les reçut, les a menés promener dans le jardin, il les a fait ensuite monter en calèche avec lui. Le temps avait été fort brumeux toute la journée. Dans l'éclaircie, nous avons vu à coup une corvette ou frégate fort près entrant à pleine voile. 14 à 15. Nous avons reçu la réponse de l'admiral après avoir commencé selon son protocole ordinaire par dire qu'il ne connaissait personne de nom d'empereur à Sainte-Hélène. Il marquait qu'il enverrait la lettre de l'empereur au prince régent, sans doute, mais qu'il s'en tiendrait à la lettre de ses instructions, qui portait de ne laisser partir aucun papier pour l'Angleterre qui n'eût été ouvert. Cette lettre, il faut l'avouer, nous jeta dans une grande surprise. La partie des instructions citées pour l'admiral avait deux objets tout étrangers à l'interprétation que lui donnait cet officier. Le premier était au cas que nous faisions des plaintes pour que les autorités locales puissent, oui, joindre leurs observations et que le gouvernement en Angleterre peut nous rendre justice plus promptement, sans être obligé de renvoyer dans l'île, peut demander des renseignements ultérieurs. Cette précaution était donc tout à fait dans nos intérêts. Le second objet de cette mesure était plus que notre correspondance ne peut être nuisible aux intérêts du gouvernement ou de la politique d'Angleterre. Mais nous écrivions au souverain, au chef, à l'homme même de ses intérêts et de ce gouvernement. Et si quelqu'un conspirait ici, ce n'était pas nous qui lui écrivions, mais bien celui qui interceptait notre lettre au prétendait en violer le secret qu'ont établi auprès de nous des geôliers avec tout leur intérêt, dont le trouver juste cela nous paraissait possible. Mais que ce geôlier faisant réagir les fonctions jusque sur le souverain même, c'est ce qui nous semblait n'avoir pas de nom. C'était entaché celui-ci tout à fait de l'idée des rois feignants ou des sultans renfermés dans le fond du sérail. C'était une véritable monstruosité dans nos mœurs européennes. Depuis longtemps, nous avions peu au point de rapport avec l'admiral. Quelqu'un pensa que la mauvaise humeur peut-être avait dicté sa réponse. Un autre voulut que craignit que la lettre ne renfermât des plaintes contre lui. Mais l'admiral connaissait trop bien l'empereur pour ne pas savoir qu'il ne s'adresserait jamais à d'autres tribunaux que celui des nations. Moi qui savais quel eût été le sujet de la lettre, j'en ressentais une plus vive indignation. L'unique intention de l'empereur avait été d'employer cette voie, la seule qui sembla convenable à sa dignité, pour écrire à sa femme et se procurer des nouvelles de son fils. Toutefois, le grand maréchal répondit à l'admiral qu'il outrepassait ou interprétait ses instructions, qu'on ne pouvait regarder sa détermination que comme une monstrueuse vexation, de plus que la condition imposée était trop au-dessus de la dignité de l'empereur, aussi bien que de celle du prince de Galles, pour qu'il conservât la pensée d'écrire. La frégate qui venait d'arriver était la Spé, portant des journaux de l'Europe jusqu'au 31 décembre et contenant l'exécution de l'infortuné maréchal Ney et l'évasion de la Valette. Ney, disait l'empereur, s'est mal attaqué qui m'a
défendu avait été condamné par la Chambre des pairs en dépit d'une capitulation sacrée. On l'avait laissé exécuter. C'était une faute des plus. On avait fait dès cet instant un martyr. Qu'on n'eût point pardonné l'abedoyeur parce qu'on eût vu dans la clémence qu'une prédilection en faveur de la vieille aristocratie. Cela se concevait, mais le pardon d'aîné n'eût été qu'une preuve de la force du gouvernement et de la modération du prince. On dirait peut-être qu'il faillit un exemple, mais le maréchal le devenait bien plus sûrement par un pardon. Après avoir été avili par un jugement, c'était pour lui une véritable meurtre moral qui lui ôtait toute influence et cependant les coups de l'autorité étaient portés, le souverain satisfait et l'exemple accompli. Le refus de clémence vis-à-vis Lavalette et son évasion étaient de nouveau griffes tout aussi impopulaires, disait l'empereur. Mais le salon de Paris observait l'empereur montrant les mêmes passions que les clubs. La noblesse recommençait, les jacobins, l'Europe du reste demeurait dans une complète anarchie. On y suivait hautement le code de la moralité politique, tout ce qui tombait sous la main des souverains devinait. Bon, peu chacun d'eux, au moins de mon temps, était je le point de mur de toutes les récriminations de ce genre. Les souverains alors de Napoléon, que principe et vertu. Mais aujourd'hui, continuait-il, qu'il était en victorieux et sans frein, ils pratiquaient sans pudeur tous les torts qu'ils reprochaient alors eux-mêmes. Quelle ressource et quel espoir laissaient-ils donc au peuple et à la morale. Nos Françaises, du moins, observait-il, illustrant leurs sentiments. Madame la Bédorière avait failli expirer de douleur. Ces journaux, nous apprenions que Madame Ney avait donné le spectacle du dévouement le plus courageux et le plus acharné. Madame Lavalette allait devenir l'héroïne de l'Europe. C'est ça. L'empereur avait quitté l'encyclopédie britannique pour prendre ses leçons d'anglais dans les Annual Register. Il y a lu l'aventure d'un monsieur Spencer Smith arrêté à Venise, condamné à se rendre à Valenciennes et qui échappa dans sa route. Ce doit être une chose très simple, disait l'empereur, dont le narrateur aura fait une grande histoire. Cette affaire lui était tout à fait inconnue. C'était un détail de police d'une importance trop inférieure, observait-il, pour que cela eût pu remonter jusqu'à lui. Vers les 4 heures, on a présenté à l'empereur le capitaine de l'Aspect qui arrivait d'Europe et le capitaine du Ceylan qui partait pour l'Angleterre. L'empereur était assez triste. Il n'était pas bien. L'audience du premier a été fort courte. Celle du second eût été de même s'il n'eût réveillé. L'empereur en demandant si nous avions des lettres à envoyer en Europe. L'empereur alors a fait lui demander s'il verrait le prince régent. Sur son affirmation, j'ai été chargé de lui traduire que l'empereur avait voulu écrire au prince régent, mais que sous l'observation inouïe de l'admiral qu'il ouvrirait cette lettre, il s'en était abstenu comme d'une chose contraire à sa dignité et à celle du prince régent même, qu'il avait bien entendu vanter les lois d'Angleterre, mais qu'il n'en apercevait les bénéfices nulle part, qu'il ne lui restait plus qu'à attendre, qu'à désirer un bureau, que l'agonie qu'on lui faisait éprouver était inhumaine, barbare,
qui eût été plus franc, plus énergique de lui donner la mort. L'empereur me fait répéter au capitaine qui voulut bien se charger de ces mots. À la congédie, celui-ci était très rouge et forte, embarrassé. Un colonel anglais, arrivé du Cap et venant de l'île de France, vint dans la matinée s'adresser à moi pour tâcher de pouvoir faire à sa queue à l'empereur. L'admiral n'avait accordé à son vaisseau que 2 ou 3 heures dans la rade, ayant obtenu que l'empereur voulut bien le recevoir à 4 heures. Il m'assura qu'il préférait manquer son vaisseau plutôt que de perdre une telle occasion. L'empereur n'était pas très bien. Il avait passé plusieurs heures dans son bain. À 4 heures, il reçut le colonel. L'empereur lui fit beaucoup de questions sur l'île de France. C'était depuis peu aux Anglais. Il paraît que sa prospérité et son commerce souffrant du changement de domination. Au départ du colonel, resté seul avec l'empereur dans le jardin, je lui ai raconté que sa personne semblait être demeurée bien chère aux habitants de l'île de France. Que le colonel m'avait dit que le nom de Napoléon n'y était prononcé qu'avec attendrissement. Lorsqu'on y a pris sa sortie de France et sa venue à Plymouth, c'était précisément un grand jour de fête dans la colonie. Le spectacle devait être tout à fait remarquable. La nouvelle étant parvenue dans les jeux, le soir, il ne parut pas une seule colonne au théâtre, soit blanche ou de couleur. Il n'y eut que des Anglais qui, en demeurant embarrassés et fort irrités. L'empereur m'écoutait. C'est tout simple, m'a-t-il dit. Après quelques moments de silence, c'est la preuve que les habitants de l'île de France sont demeurés français. Je suis la patrie. Ils l'aiment. On l'a blessé au moins. Ils sont affligeants. J'ai-tu que les changements de domination gênant leurs expressions, ils nous ayant pas porté publiquement sa santé. Mais qu'on est manqué pour ton chemin, disait le colonel. On buvait à Louis. Ce mot, Louis, était consacré. Ces détails le touchaient. Pauvre Français, a-t-il dit avec expression, pauvre peuple, pauvre nation, je méritais tout cela, je t'aimais. Mais toi, tu ne méritais pas. Assurément, tous les mots qui pesant sur toi, ah, que tu méritais bien qu'on se te voie pour toi. Mais il faut en convenir que d'infamie, de lâcheté et de dégradation j'ai eu autour de moi. Et adressant à moi, il ajouta: et je ne parle pas ici de vos amis du Faubourg Saint-Germain, car pour eux, c'est encore une autre question.